On rappelle ici le théorème de Courant-Fisher qui dit que quand on considère un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien et que l'on range ses n valeurs propres dans l'ordre décroissant lambda 1, lambda 2, lambda n, on peut alors exprimer la kème valeur propre de U comme étant la valeur minimale prise par la forme quadratique Q associée à U sur la sphère unité quand on se limite au vecteur appartenant à ce sous-espace vectoriel-là où E1, E2, En constituent une base orthonormée de vecteurs propres de U associés respectivement aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n. Mais lambda k est également la valeur maximale prise par la forme quadratique sur la sphère unité quand on se limite au vecteur appartenant à ce sous-espace vectoriel-là. Et on peut également exprimer ainsi la kème valeur propre de U quand on range les valeurs propres de U dans l'ordre décroissant, à savoir que lambda k est la valeur maximale quand on parcourt les sous-espaces vectoriels grand F de E de dimension k de la valeur minimale prise par la forme quadratique sur la sphère unité quand on se limite au vecteur appartenant à grand F et que lambda k est également la valeur minimale quand on parcourt les sous-espaces vectoriels grand G de E de dimension n-k plus 1 de la valeur maximale prise par la forme quadratique sur la sphère unité quand on se limite au vecteur x de G. Et on va maintenant voir des applications de ces expressions-là, des valeurs propres d'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien à l'aide des valeurs prises par la forme quadratique Q sur la sphère unité. On note ici grand M et grand L des matrices symétriques réelles de MNR et on note pour grand M ces n valeurs propres M1, M2, Mn dans l'ordre décroissant et de même pour grand L. Et on va alors montrer que pour avoir pour chaque J allant de 1 à n, M1 supérieur ou égal à L1, M2 supérieur ou égal à L2 jusqu'à Mn supérieur ou égal à Ln, il suffit que la matrice symétrique réelle grand M moins L soit une matrice symétrique réelle positive. En d'autres termes, on a le résultat assez puissant suivant qui dit que pour comparer les valeurs propres de grand M et de grand L, il suffit de regarder si la matrice grand M moins grand L est une matrice symétrique positive. Le problème a priori dans cette démonstration-là, c'est qu'en général, il est impossible de lier les valeurs propres de grand M moins grand L aux valeurs propres de grand M et de grand L. Mais comme on est ici en présence de matrices symétriques réelles, on sait, d'après le théorème de Courant-Fisher, que l'on peut exprimer les valeurs propres de matrices symétriques réelles à l'aide des valeurs prises par leur forme quadratique associée. Or, s'il est impossible en général de lier les valeurs propres de grand M moins grand L aux valeurs propres de grand M et de grand L, il est par contre facile de lier la forme quadratique liée à la matrice grand M moins grand L aux formes quadratiques liées aux matrices grand M et grand L. Aussi va-t-on ici traduire l'hypothèse que grand M moins grand L est une matrice symétrique réelle positive en disant que sa forme quadratique reste positive ou nulle sur Mn1R, ce qui nous permet de dire que l'on a alors sur Mn1R cette inégalité-là sur les formes quadratiques liées aux matrices grand M et grand N. Et maintenant, de cette inégalité-là sur les formes quadratiques associées aux matrices grand M et grand L, on va essayer d'en déduire cette inégalité-là entre la JM valeur propre de grand L et la JM valeur propre de grand M. Approche 1, on va maintenant introduire une base orthonormée de vecteurs propres pour grand M, respectivement associés aux valeurs propres M1, M2, Mn, et on va faire de même pour la matrice grand L. Et on peut alors voir Mj comme étant la valeur maximale prise par cette forme quadratique-là sur la sphère unité quand on se limite à ces vecteurs-là. Par conséquent, pour ces vecteurs-là, on a cette
inégalité-là ici. Maintenant, la jm valeur propre de grand L, quand on range les valeurs propres de grand L dans l'ordre décroissant, peut être vue comme la valeur minimale prise par cette quantité-là sur la sphère unité quand on se limite au vecteur de ce sous-espace vectoriel-là. Par conséquent, pour ces vecteurs-là, on a cette inégalité-là. Aussi, s'il existait un vecteur x non nul qui appartienne à la fois à ce sous-espace vectoriel-là et à celui-là, on aurait alors un vecteur unitaire qui appartiendrait à ces deux sous-espaces vectoriels-là et pour lequel on pourrait donc écrire ces inégalités-là, ce qui nous donnerait le résultat souhaité. Or, ce sous-espace vectoriel-là est de dimension j et ce sous-espace vectoriel-là est de dimension n-j plus 1. Par conséquent, si l'intersection de ce sous-espace vectoriel-là et de celui-là se réduisait au vecteur nul, on aurait alors, avec la somme de ces deux sous-espaces vectoriels-là, un sous-espace vectoriel de dimension j plus n-j plus 1, donc de dimension n plus 1, ce qui est absurde dans l'espace vectoriel Mn1R. Par conséquent, on peut construire un vecteur unitaire grand X de Mn1R qui appartienne à la fois à ce sous-espace vectoriel-là et à celui-là, et on a alors, pour une telle colonne X de Mn1R, ces inégalités-là, ce qui nous donne le résultat souhaité. On va maintenant proposer une autre approche, à partir de l'hypothèse qui disait que l'on avait ici une matrice symétrique réelle positive. On a pu dire que pour toute colonne X de Mn1R, on avait cette inégalité-là, et donc en particulier pour les colonnes X unitaires de Mn1R. Or, on a rappelé ici une expression de la kème valeur propre d'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien quand on range les valeurs propres dans l'ordre décroissant, où Q désigne la forme quadratique associée à U. Considérons donc maintenant un sous-espace vectoriel grand F de Mn1R quelconque de dimension J. Alors, pour de telles colonnes de Mn1R, on a cette inégalité-là. Et on a donc ici un minorant de toutes ces quantités-là quand X parcourt ces colonnes-là. Par conséquent, peut-on dire que cette quantité-là est supérieure ou égale à celle-là. Et on a donc cette inégalité-là, quel que soit le sous-espace vectoriel grand F de Mn1R de dimension J considéré. Or, cette quantité-là est inférieure ou égale à Mj. Par conséquent, Mj est un majorant de tous ces termes-là quand grand F parcourt les sous-espaces vectoriels de Mn1R de dimension J. Par conséquent, de cette inégalité-là, on peut en déduire celle-là, ce qui nous donne le résultat souhaité.